Tu sais, pour moi, le journalisme, c'est un des fleurons de la démocratie d'un pays. En fait, quand je dis fleuron, c'est presque la fleur. En ce sens où vous regardez l'état de la démocratie et vous vous rendez de l'état de la presse d'un pays et vous vous rendrez compte de l'état de sa démocratie. Moi, quelle presse vous avez, je vous dirai quelle démocratie. Quelle démocratie vous avez. Aujourd'hui, nous vivons une morosité. Vous avez, au-delà de ces attaques qui sont visibles, qui sont symptomatiques d'un mal beaucoup plus profond, et ce mal beaucoup plus profond, il faut que nous, journalistes, qu'on se pose des questions aussi sur notre pratique. Comment nous avons amené l'opinion à avoir des réactions aussi violentes vis-à-vis de nous-mêmes? Et quelle est notre part de responsabilité? C'est extrêmement important. Comment l'information est traitée? Avec quel regard? Avec quel niveau l'information est traitée? Est-ce qu'on en est arrivé? Est-ce que le traitement de l'information simplement n'est pas en train de mourir dans notre pays? Parce que qui dit journalisme, dit traitement de l'information. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste des rapporteurs de propos, plus qu'un journaliste qui assume, qui lui-même est le média, parce qu'en ce sens où, quand il dit quelque chose, on suppose qu'il l'a vérifié, pesé et sous-pesé. Et que non seulement c'est conforme à la réalité et à la vérité, mais le but n'est pas de nuire qui que ce soit. Le but est juste d'informer. Est-ce qu'on en est arrivé là? Je vois de plus en plus un journalisme qui consiste à juste tendre son micro. Et on rapporte n'importe quel propos, sans faire ce travail de traitement. Du journalisme sans traitement, c'est aussi une réaction de la population vis-à-vis de la presse sans traitement. Il n'y a plus de mesures, il n'y a plus de barrières. On casse tous les codes et ça ne peut finir que par la violence. C'est là aujourd'hui le mal. Est-ce que la violence peut être justifiée? Elle ne peut être justifiée en aucun cas. Moi, je suis foncièrement non-violent. Ça a été un choix de vie et un choix surtout. La violence, je l'ai toujours bannie. Je pense qu'on peut toujours trouver d'autres moyens, voies et moyens d'être efficaces sans céder, tout en restant non-violent. Ça, c'est ma conviction des choses. Et je pense que, je disais qu'elle ne peut pas se justifier de mon point de vue, même si aujourd'hui les raisons, il est difficile de ne fermer les yeux, de ne pas voir ce qui se passe vraiment dans ce pays. Parce que la violence est de tous les côtés. La violence est de tous les côtés. Qu'est-ce qui suscite la violence? Ce qui suscite la violence, c'est aussi de la violence. Ce qui suscite de la violence jusqu'à ce que les gens réalisent violemment, c'est aussi de la violence. Parce que c'est le premier d'ailleurs, la parole. C'est dans les premières violences sont dans la parole. Autant que la parole, la réflexion, c'est une action fine, autant dans la parole, on peut retrouver des types de violences qui ne peuvent susciter que d'autres violences. Et dans ce pays particulièrement, le verbe est extrêmement important. Nous devons revoir notre presse si on veut préserver notre pays. A-t-on une presse de connivence vis-à-vis du pouvoir, du gouvernement et même vis-à-vis de l'opposition? Vous savez, il faut voir ça avec avec un autre regard, à mon avis. Vous savez, que la presse soit d'un côté et de l'autre côté, que la presse ait une identité partisane, en soi, ce n'est pas un problème pour la presse. Parce que si vous allez dans les grandes démocraties, on sait que tels journaux sont de gauche, d'autres sont de droite, c'est connu. Aux États-Unis, les journaux donnent des consignes de vote. C'est encore beaucoup plus. C'est-à-dire que certains journaux ont même l'obligation de donner leurs consignes de vote selon leur vocation des choses. Mais tout dans le respect du traitement de l'information et de la vérification de l'information. On ne peut pas avoir une opinion. D'ailleurs, nos doyens qui nous ont formés nous ont toujours dit, je pense au vieux Ndiaga Sylla, qui nous disait toujours que on ne cherche pas la vérité, mais il faut chercher à être honnête. L'honnêteté dans la relation des faits. On ne te demande pas de démontrer tel ça. Non, vous devez donner des faits. Il faut être honnête dans la relation des faits. Même si vous êtes d'un côté, sois honnête. Et puis ne caractérise pas, ne juge pas les gens. Donne l'info. On n'a pas besoin de votre point de vue. Les points de vue, ils ont d'autres, dans le journalisme, il y a des genres qui permettent de donner des points de vue. On sait qu'on est dans ce tel genre, mais ne faisons pas de confusion. Donc voilà, notre métier en est là. Aujourd'hui, la démocratie sénégalaise, les jours où elle brillait partout dans le monde, c'est parce qu'aussi il y avait des piliers très forts dans ce journalisme-là, qui ont su garder la mesure et la hauteur, garder la mesure à la hauteur de l'ambition démocratique de notre pays. Mais un journalisme sans vision, où on est dans les émotions, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, sans contrôle, sans aucun filtre, eh bien, on ne peut réagir dans la société, ne peut produire que de la violence.
Oui. Mais est-ce que, Fadel, il n'y a pas des menaces qui pèsent aujourd'hui sur la liberté de presse et même plus globalement sur la liberté d'expression au Sénégal? On a l'impression que les gens veulent entendre qu'un seul son de cloche et toute idée divergente est décriée et fait l'objet de menaces. De tout bord, c'est-à-dire que tout ça aussi, il faut reconnaître, il faut savoir regarder en toute chose qu'est-ce qui était à l'origine. Nous avons joué avec notre démocratie depuis l'alternance démocratique dernière, depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir. Ça avait déjà commencé sous Wade. Les premières attaques, ça avait déjà commencé sous Wade. On l'a vu, le débauchage dans la presse. Et aussi le fait qu'on a vu le 24 chrono à l'époque, hélas à l'époque. On a déjà vu les prémices, on n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que vous savez comment on peut régler ces phénomènes-là? Par la justice. Il ne faut pas que ce soit impuni. On l'a vu, on a laissé faire. Il y a eu quelques procès, pseudo-procès, parce que c'était des personnalités qui étaient visées à l'époque. On a laissé faire. Ensuite, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, moi, ce qui me fait toujours mal, c'est l'espoir que cela a suscité, parce que Macky est arrivé au pouvoir dans un contexte de lutte démocratique. Qu'est-ce qu'il a fait pour renforcer cette presse? On a continué à conditionner l'aide à la presse. On a continué voilà, ceux qui ne sont pas avec eux. Je donne juste l'exemple pour un exemple très symbolique. C'est quoi l'exemple très symbolique? C'est notre presse nationale. Ça veut dire le service public national. Vous ne pouvez pas améliorer la presse si le service public national n'est pas un outil qui correspond à son nom, ça veut dire au service de tous les Sénégalais. Et de tous bords. Et de tous bords. Aujourd'hui, je suis désolé, mais vous allez à la RTS, surtout particulièrement à la télévision, parce que la radio, il y a encore beaucoup de résistance, et je connais des confrères qui y sont, je ne vais pas les nommer, qui, au sein de la rédaction, sont en train de résister, pour pas faire flancher justement ce flambeau. Mais vous ne pouvez pas avoir de voix discordantes. Même ceux qui sont discordants, on choisit qui on montre et qui on ne montre pas. La diversité de l'espace politique sénégalais, vous ne le retrouvez pas dans les instances que les Sénégalais ont en commun, ont en partage, à savoir le Soleil, à savoir surtout la télévision nationale. C'est un problème, c'est d'abord à ce niveau que ça commence. Et ensuite, si vous avez ça, eh bien les autres, la presse privée aussi, ne se gênera pas à être d'un côté et de se radicaliser de l'autre côté. Vous avez vu, on a laissé passer ça. On n'a pas de service public national. Le service public qui aurait pu aider dans cette période trouble, où chacun a son média, parce qu'on est à cette période-là, où chacun a son propre média, le service public devrait équilibrer, devrait être l'endroit où les Sénégalais se retrouvent, parce qu'au moins ici, le professionnalisme y est respecté, certes, mais aussi la diversité des opinions dans ces pays y est reflétée. Mais nous n'avons pas ça. Aujourd'hui que le président Macky Sall semble avoir domestiqué en tout cas une bonne partie de la presse, a-t-il pour autant phagocyté la société civile? C'est impossible. Vous savez, regarde, même Macky Sall a phagocyté une partie de la presse. Tout ça, c'est tentative. C'est des tentatives. Mais ça n'a jamais abouti et ça n'aboutira pas. Vous savez pourquoi? C'est vraiment ne pas comprendre comment fonctionne un peuple déterminé à avoir sa liberté, un peuple déterminé à marcher, à être un peuple grand, démocrate, à gagner son épanouissement, qui en a marre de vivre, d'être comme de petits pays bananières sous-développés. C'est ne pas le comprendre que de penser qu'avec le débauchage, avec l'argent, en manipulant certains, en intimidant d'autres, on peut réussir à faire tout. Non, si ça marchait, on n'en serait pas là à vivre une telle crise. D'ailleurs, cela me permet de dire quoi? Que ce qu'on voit dans la presse, je vous le disais tout à l'heure, est assez illustratif de ce qui se passe globalement dans le pays. Ça, vous allez le voir. Macky Sall, de la même manière qu'il a essayé d'étouffer toute autre voix discordante, y compris dans la presse, c'est ça qui s'est passé aussi dans l'espace public. Il a voulu casser le PDS, symbolisé par Karim Wade. On peut aimer ou ne pas aimer Karim Wade, mais il était l'héritier du PDS. D'ailleurs, quand il n'est pas là, quand il n'est pas candidat, le parti a du mal à présenter un candidat. Et Macky a fait en sorte qu'il ne soit plus candidat. Le Parti socialiste, on peut dire ce qu'on veut, mais l'aile progressiste qui essaie de se battre sur les vraies conquêtes et s'oppose parce que c'est Khalifa Sall. Il a empêché aussi cette voie d'avoir une respiration démocratique, un horizon, un débouché, un espoir de conquête du pouvoir. Parce que tout ça joue quand vous cassez le leader d'un truc. Et résultat,
Il s'est retrouvé dans un face-à-face, aujourd'hui, qui a mis le pays dans une polarisation où toutes les violences sont permises. Vous avez neutralisé tous ses opposants, il fait face au peuple. Voilà, il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire que même il n'a même pas de Premier ministre. Il nous faut cette respiration démocratique-là, ça doit commencer par réouvrir ses horizons et déboucher ses possibilités. Et à boucher toutes les possibilités, autant dans la presse que autant dans l'espace politique. C'est une stratégie globale et il doit comprendre en ce moment que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. On a l'impression qu'il a réussi à phagocyter la société civile. Y'en a marre, jusqu'à une période relativement récente, on avait l'impression que Y'en a marre ne s'indignait plus. Non mais tu sais, ça vraiment, je comprends cette position un peu facile de fermer les yeux sur le vrai travail des gens et de ne le voir que dans le spectacle. Alors qu'on ne regarde pas tout le travail qui a été fait. Mais on vous attend sur le terrain de la contestation. Oui, mais pourquoi vous pensez que le terrain de la contestation, c'est toujours le spectacle? Je vais vous faire un petit résumé de Y'en a marre. Qu'est-ce que Y'en a marre a fait? Non pas simplement pour progresser, pour que les Sénégalais sachent, mais ce qu'il estimait être juste pour son engagement. En un, Y'en a marre, Macky Sall arrive au pouvoir. En un, on lance, Y'en a marre lance Diguebor la Gortiawardia, une campagne pour lui rappeler ses engagements. On va quelques années après, c'est Y'en a marre qui a lancé ici Nyani Bagna. C'était quoi Nyani Bagna? C'était pour s'opposer au projet de révision de la Constitution parce que nous estimions que ça allait ouvrir aujourd'hui le débat qui se passe, un, sur le troisième mandat. Deux, il ne fallait pas aussi que le président, s'il décide de renier à sa parole, qu'il l'assume seul, mais de vouloir l'introduire dans la Constitution et que chaque Sénégalais accepte et vote que le président peut parler et se dédire, pour nous c'était un précédent dangereux, c'était une jurisprudence qu'il ne fallait pas voter. Si on lui avait remis sa copie à l'époque, Macky Sall en 2014, si on lui avait remis sa copie, il ne se comporterait pas aujourd'hui comme il a comporté. Qu'est-ce que Y'en a marre n'a pas fait pendant cette campagne de Nyani Bagna à mobiliser à la fois les politiques, à la fois les sociétés civiles et à la fois les populations pour alerter, disant attention, Macky doit comprendre dans quelles conditions il a été élu. Si on lui vote comme ça, cette constitution-là, attention. Nous avions eu un bon score, mais les Sénégalais n'ont pas vraiment suivi. J'ai vu même des leaders politiques à l'époque qui nous regardaient en disant que ouais, ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, ils sont corrompus, ils ont été dans telle et telle affaire, comment ils peuvent être devant? Pourquoi? Parce que le pouvoir avait tout fait pour diaboliser et désinformer sur Y'en a marre. Après cela, qui a été là quand il a fallu libérer Karim Wade et garder les jeunes de Koloban en prison? Qui a été là? C'est Y'en a marre qui a lancé Yonengi Dieng, c'était d'ailleurs prémonitoire de ce qui se passe. Yonengi Dieng, ça veut dire quoi? Attention, la justice est en train de franchir d'un côté. Autant cette justice traite avec beaucoup d'extérité ceux qui sont privilégiés, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont des fils d'eux, ceux qui sont dans la classe politique, ceux qui sont connus, autant les Domou Badolo, ceux que personne ne connaisse parce qu'ils sont des anonymes, eux ils croupissent dans les prisons sans qu'on s'occupe d'eux. Qui avait fait cette campagne en faveur d'une justice équilibrée, Yonengi Dieng, jusqu'à ce que le procureur de la République d'alors fasse une conférence de presse et dise que je ne permets plus à personne de dire que Yonengi Dieng. Qui? C'était qui? C'était nous, les Yanamaristes. Les Sénégalais, parfois ils te suivent, parfois ils ne vous suivent pas. On comprend qu'on ne le fait pas on ne fait que pour l'intérêt général. On dépasse à ce stade. Quand il y a eu le parrainage, qui était sur le terrain? On s'est battu, nos jeunes ont été torturés dans les postes. C'était la première fois qu'on voyait des nervis d'ailleurs dans la rue pour mater la contestation des jeunes. Qui a été là? On dit que Y'en a marre. Mais Y'en a marre était là. On est passé de ça. Quand l'affaire Khalifa Sall a commencé à prendre une autre tournure, qui a lancé la campagne de 7 avril à l'Oputuru? L'Oputuru, c'était quoi? Trop, c'est trop. Tout ça, et pendant toute cette période, regardez les prises de position de Y'en a marre, c'est de dire aux Sénégalais, attention, on prend une pente dangereuse, il faut l'arrêter. Mais vous n'avez pas eu cette adhésion populaire espérée. Mais qu'on ne nous reproche pas de n'avoir rien fait. Et c'est pour ça aussi, quand l'affaire Ousmane Sonko a éclaté, Y'en a marre a estimé qu'il n'y avait pas d'hésitation à faire. C'est ce que nous avions toujours dénoncé. Il faut se mobiliser pour que les Sénégalais se rendent compte qu'au-delà de l'affaire privée qui ne nous intéresse pas, il fallait qu'on comprenne que c'est notre état de droit qu'il fallait préserver. Et d'où la mobilisation des Y'en a marristes. Alors dire que Y'en a marre n'a pas été là, je comprends que des politiciens le disent. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de voir autre chose briller que dans leur propre parti. Je peux les comprendre. Mais nous, ceux qui sont de mon côté, et particulièrement les journalistes, d'ailleurs à chaque fois qu'ils me posaient ces questions, je leur disais toujours, je vous donne le choix d'aller juste
faire des investigations sur ce que Y'en a marre a fait jusque-là. Et au-delà de tout ce travail, vous savez ce qui s'est passé, malgré tout ce travail, nous avons été aussi sur le champ du social. Nous avons été sur le champ des propositions. Nous avons été sur le champ de la proposition en ce sens qui est en adéquation avec notre concept de nouveau type de Sénégalais pour sensibiliser les Sénégalais, pour éveiller les mentalités, pour que les jeunes comprennent que c'est eux l'avenir. Avec de petits projets, dox ak sa gox, sunu gox, wax ak sa maire, wax ak sa député, etc., etc. Pour nous dire que, écoutez, ceux qui nous gouvernent ne sont que notre reflet. Changeons nous-mêmes. Mais à ces heures de gloire, je pense en 2011-2012, Y'en a marre n'avait aucun problème à mobiliser le peuple autour de son combat. Aujourd'hui, vous avez du mal à mobiliser. Non, comme on n'a eu aucun problème à mobiliser les Sénégalais ce 5 mars dernier, quand nous avons voulu rétablir l'état de droit. Ça, ce n'est pas Y'en a marre. Mais Y'en a marre y a contribué et était là. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que Y'en a marre ne nous appartient pas à nous. J'aurais bien aimé... Voilà, Y'en a marre ne nous appartient pas. Y'en a marre appartient aux Sénégalais qui l'actionnent, tu vois ce que je veux dire, et qui le mobilisent quand ils ont envie et quand ils ont besoin, quand ils savent que maintenant il est temps de le faire. C'est pourtant tous ceux qui ont essayé de dompter Y'en a marre n'ont absolument rien compris. Parce que ça dépasse nos personnes. Ouais. Maintenant, je pense que, et d'ailleurs, c'est le moment de féliciter Aliou Sané pour l'excellent travail qu'il a fait à côté du M2D et de toutes les autres structures, même Djammi Réumi où il m'avait envoyé. Mais est-ce que vous pensez que les Sénégalais en ont toujours marre? Mais les Sénégalais, les raisons sont toujours là. Les raisons, est-ce que vous pensez que les émeutes, ce qui s'est passé à Dakar, ce n'est qu'une affaire politique entre deux hommes? C'est au-delà de ça. C'est un problème d'injustice sociale. Jamais ce pays n'a été aussi riche dans la perception et les Sénégalais aussi pauvres. Ces inégalités sont là. On a parlé de 10 morts pendant il y a eu 10 morts pendant les dernières émeutes. Mais il y a eu 500 morts de jeunes. Et c'est juste un chiffre approximatif. On ne connaît même pas le nombre. En mer, les jeunes continuent de partir. Les gens fuient ce pays. Il y a la fuite. Est-ce que vous voyez l'image que le Sénégal, si on devait le dessiner dans un tableau, est-ce que vous voyez l'image de toutes ces énergies jeunes qui devaient rester ici, construire, qui devaient être le moteur de notre développement et notre épanouissement, qui sont en train de partir? Personne n'a envie de rester. Moi, je retiens mes neveux. Je ne veux pas citer un nom, mais il y a un qui y croyait, des jeunes qui restent ici, qui y croient, qui restent dans des conditions extrêmement difficiles à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans les facultés de droit, parce qu'ils veulent faire droit et chez eux, qui ont envie de rester, de bosser, de travailler, des garçons sérieux. Mais à un moment, ils sont obligés de les chercher ailleurs. C'est ça les vrais problèmes. Il faut qu'on se pose, d'ailleurs, j'avais dit depuis le début, depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, et même avant, quand nous avions fait Y'en a marre, c'était pour dire quoi? Il faut résoudre ces inégalités. Il faut régler cette question de justice sociale dans ce pays. Il nous faut que ce que tout le monde a en partage, le bien public, que chaque Sénégalais sente qu'il a quelque chose. Il faut que les gouvernants se mettent au service, à l'écoute ne serait-ce que de ces jeunes-là, parce que ce pays est presque à moitié majorité de jeunes. Quand nous avons dit Y'en a marre pour dire aux gens stop, les politiciens en ont profité. Vous n'avez pas été entendu. Et là, non, les peuples marchent comme s'ils font des... On a l'impression que c'est lent, mais c'est parfois des pas de géant. Vous avez vu le pas du géant? On a l'impression que ça ralentit. Mais quand il pose le pied, on se rend compte qu'il a fait un grand pas. Et le peuple marche comme ça. Parfois aussi, on fait un pas en avant, un pas en arrière, on fait 2 pas en avant, on fait un pas en arrière. C'est la marche des peuples. Parce que c'est des générations et des générations qui le construisent. Il ne faut pas se désespérer. Moi, je suis convaincu que les Sénégalais évoquent et disent quelque chose depuis le 19 mars 2000. Et que nous avons une classe politique qui ne l'a pas encore déchiffré et compris. Maintenant, ça va arriver. Oui, mais est-ce que cette histoire de financement de Y'en a marre venue de Lamine Diack n'a pas contribué à vous décrédibiliser? En quoi un Sénégalais qui financerait des activités de deux Sénégalais devrait décrédibiliser d'autres Sénégalais? Pour combattre un régime. Arrêtez, mais même, encore que ce n'est pas vrai. Oui. Mais je dis que même si c'était le cas, que Lamine Diack avait pris de l'argent et venu soutenir Y'en a marre surtout, parce que Y'en a marre, on a toujours reconnu l'appui de Y'en a marre au Forum des Esprits Y'en a marre d'Europe, nous l'avons beaucoup reconnu. Il était notre parrain de cette activité-là et on l'en remercie. Et je sais qu'il a aidé beaucoup d'autres Sénégalais. Il ne faut pas comprendre un Sénégalais. Pour déstabiliser le régime de mais pourquoi il avait... Qui est Lamine Diack? Vous connaissez Lamine Diack? Vous le connaissez? C'est un homme politique sénégalais.
Il a été maire de Dakar, les gens l'oublient. Il a été ministre dans ce pays, les gens l'oublient. Il a toujours eu des combats politiques, les gens l'oublient. Il n'est pas un ovni qui est venu de nulle part pour déstabiliser un régime. Et qu'est-ce que vous savez que lui, il avait dit à Wade, face à face, vous touchez au stade, le stade de Assane Diouf, je crois, non, c'est pas Assane Diouf, c'est le stade qui est à côté de Rebus. Assane Diouf, oui. Vous touchez à ce stade, vous touchez au lieu, au peu de cadres qui restent encore aux jeunes de la Médina pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se divertir, pour pouvoir faire du sport, eh bien je vous rentre dedans. Wade l'avait touché, il lui a rentré dedans. Donc il était dans son combat politique et c'est son droit. Il ne faut pas qu'on entende... son bras armé. Mais non. Mais encore que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des raccourcis faciles. Ce que je vous explique n'a absolument rien à voir de l'histoire qu'on raconte que Lamine Diack a financé. Mais je dis que pour la vérité... Vous avez laissé trop de plumes, hein? Non, je dis, mais on s'en fout. C'est pas que... je l'ai même m'excédé un peu. Mais non, ce n'est pas... je veux dire que ce n'est pas Lamine Diack qui est venu commander à Y'en a marre de faire quoi que ce soit. Y'en a marre était dans son combat et l'a toujours mené... Mais il vous a financé. Y'en a marre... C'est une constante. Non, c'est pas vrai. Ce que je suis en train de vous dire, Lamine Diack a soutenu Y'en a marre au Forum des esprits Y'en a marre d'Europe, organisé en 2013 dans le 18e par l'ensemble des esprits Y'en a marre d'Europe, et que pendant ce soutien-là, même Lamine Diack était présent. On ne s'est pas caché. Et ça, vous savez, c'était quand? C'était après le départ d'Abdoulaye Wade. Il ne faut pas... Comment veut-on prendre l'engagement de tous les jeunes Sénégalais? Comment veut-on prendre toute l'énergie qui s'est exprimée, et toute la capacité de conception des jeunes Sénégalais à aller faire face à un pouvoir et l'enlever? Vous pensez que non, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui les avait financés pour déstabiliser. Vous ne pensez pas que c'est réducteur? Comprenez parfois quand je suis excédé par ces questions, parce que je vois tout derrière cette accusation, tout ce qu'on nie, toute la capacité qu'on nie à la jeunesse sénégalaise et africaine, parce qu'il n'y a pas que nous. Filimbi au Congo, on lui dit la même chose. Lucha, on lui dit la même chose. Le ballet citoyen souffre des mêmes attaques. Parce que c'est comme si la jeunesse africaine n'est pas capable d'élaborer et d'aller de faire son combat et de trouver les moyens de le réaliser. Mais le pouvoir qui le fait et qui fait ces accusations a beau jeu de le faire. Parce que vous non plus, vous ne les ménagez pas. C'est pas les gens du pouvoir-là, ils peuvent se sentir visés. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement de notre peuple. Cela nous autorise à faire des critiques et des remarques quand ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait. Nous ne sommes pas dans ce débat de bas étage entre oui, moi je n'aime pas Pierre-Edouard, donc je vais essayer de le détruire. On n'est pas dans ça. Notre seule énergie, notre seule passion, c'est le Sénégal et les Sénégalais. Et non pas pour simplement le Sénégal et les Sénégalais, mais nous ne voulons pas que nos enfants de demain et nos oncles, tous de demain, vivent dans les mêmes difficultés que nous vivons aujourd'hui. Et puis nous regardons le monde en vis-à-vis. Vous pensez que l'Afrique doit rester à ce stade? Qu'on est encore là à se déchirer entre nous alors que le monde est en train d'avancer? Voilà. Quand je dis avancer, ce n'est pas pour construire des avions ou quoi que ce soit. C'est juste nous assurer de l'eau potable. L'accès à l'eau va juste là, c'est pas loin. La dernière fois, là, derrière, entre Somone et Nguering, des cultivateurs sont en train de plier bagages. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'eau. C'est un forage sur un rayon de combien de villages? C'est ça nos problèmes. Je ne parle même pas d'eau pour cultiver, mais d'eau pour boire, simplement de l'eau potable. C'est ça qu'il faut régler à ce pays. Et on ne peut pas voir ces manquements et voir des gouvernants qui sont capables de mettre des milliers de milliards dans un train, et un train qui reste statique, et vous le dénoncez, on vous dit que parce que vous êtes financé par une autre personne, mais vraiment c'est réducteur. Oui, mais Fadel Barro, est-ce qu'aujourd'hui, si Y'en a marre a du mal à fédérer le maximum de Sénégalais autour de son combat, ce n'est pas parce qu'également il y a eu entre-temps l'émergence d'une figure comme Guy Marius Sagna qui réussit à capitaliser toute cette frustration ambiante autour de sa personne? Ce qui est une très bonne chose. Vous n'en êtes pas jaloux pour autant? Non, mais pourquoi être jaloux? Ce qui est une très bonne chose. Si au début, on était 7 personnes, 7 jeunes, à nous réunir dans un petit salon quelconque des Parcelles Assainies et décider de prendre notre destin en main et d'engager toute notre génération. Et qu'aujourd'hui, qu'il y en a des centaines et qu'il y ait des figures comme Guy Marius Sagna, qu'il ne faut pas réduire simplement à cela. Il faut connaître son histoire. Quand les gens se mobilisaient ici contre les APE, peu de jeunes étaient là. Et c'est même avant du temps de Wade. Peu de jeunes étaient là. Quand il se battait partout où il est passé, à Ziguinchor, à Tambacounda, quand il s'est fait tabasser pendant les événements du 23 juin et ce qui en est suivi, par des membres à l'époque du PDS, qui étaient là. Attention, il ne faut pas le prendre que c'est des... Non, il a fait toute cette trajectoire avec tout le monde et aujourd'hui, c'était normal que voilà. Donc c'est toute une fierté. Et d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour encore appeler à sa libération. On ne peut pas le garder en prison.
Sa place n'est pas en prison. Guy, s'il a un seul défaut, c'est son amour pour le Sénégal. On peut ne pas être d'accord sur les manières de faire, mais je suis convaincu de sa passion pour ce pays et de le faire sortir de tous ces goulots qui l'étranglent et dont lui, son angle, c'est l'impérialisme. Quand les gens ont attaqué Auchan lors des dernières choses, d'ailleurs les gens parlent beaucoup de choses, personne n'a essayé de faire un lien, d'ailleurs je l'attendais beaucoup aux journalistes, comment lier tout ça aux APE, au combat que les jeunesses sénégalaises et africaines ont porté dans les années 2008-2010, je pense, ou 2007-2006, je ne sais plus, pour contre la signature des APE. Et comment on a essayé de Guy et y était. Et voilà ce qui a permis à Auchan de venir plus tard, Auchan dégage jusqu'à Frappant. Il faut respecter le combat des gens. Ne pas le lier à juste, oui, Guy Marius Sagna est en train de ravir la vedette aux membres de Y'en a marre. C'est réducteur. Guy vaut mieux que ça. Et on n'est pas en concurrence. On n'est pas entre le Sénégal, il y a de l'espace pour tout le monde pour s'exprimer ses opinions et essayer de les défendre. Ce qu'il faut exiger au lieu de dire qu'il ravit la vedette à qui que ce soit, c'est sa libération parce qu'il ne fait absolument rien en prison. Oui, mais ces plateformes-là qui pullulent, est-ce que ça n'affaiblit pas un peu la société civile? Chaque occasion est une opportunité pour créer une nouvelle plateforme. Non, pour lancer une nouvelle campagne. Attention. Il y en a marre par-ci, Nyon par là, Frappe France dégage par là-bas. Il faut juste comprendre que c'est des nouvelles campagnes. Chacun a son identité dans son propre mouvement. Maintenant, quand l'essentiel nous réunit, on lance une campagne et un slogan en fonction de la réalité présente pour avancer ensemble. Heureusement que quand il y a des événements comme ça, tout le monde se met ensemble. Mais après, que chacun, c'est comme dire que la diversité de la presse est un problème. Mais non. Il faut qu'il y ait une diversité d'expression démocratique dans notre pays et de nuances et de visions. Et tous ont le droit d'exister dans ce pays. C'est ça la démocratie. C'est pas moi qui vais dire que tel, il dit trop. Non. Chacun, avec ses formes, avec sa manière, il a le droit d'exister dans ce pays. Et c'est le rôle de l'État d'encadrer l'expression de toutes ces diversités et de toutes ces formes et de toutes ces nuances. Qu'ils se mettent en concurrence de temps en temps, c'est normal, on est des humains. Parce que nos divisions peuvent s'entrechoquer. Mais pas s'insulter. Mais pas se faire du mal. On peut s'opposer dans les idées, dans les arguments, dans les manières de faire. Et c'est ça que le Sénégal nous a appris. Et c'est ça le charme du Sénégal. Et personne ne peut l'arrêter. Personne. Est-ce que l'image de notre pays n'est pas en train de perdre de son charme, justement, au vu des récents événements dans notre pays conclus par un drame, 13 morts et près de 600 blessés selon la Croix-Rouge. Est-ce que cela ne signifie pas que nos équilibres sont encore fragiles? Très, très fragiles. Je dis que depuis que nous disions le Epoutourou et que nous disions que Yonengi Djang, aujourd'hui, on se rend compte que l'état de notre démocratie est dans notre stabilité. Parce que la première richesse du Sénégal, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, c'est sa stabilité politique. Parce que sans stabilité politique, il n'y a pas d'investisseurs, vous n'aurez rien du tout. Donc, et aujourd'hui, très très menacé, c'est vrai, très 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 menacé. Au-delà du Sénégal, ma préoccupation est aussi africaine. Regardez un peu dans la sous-région. Parce que le Sénégal ne peut pas continuer aussi à être un îlot de paix dans un océan de souffrance. Et ça, ces questions-là, ce sont ces questions-là qu'il nous faut poser aujourd'hui. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que aujourd'hui, il faut comprendre c'est quoi les problèmes de l'Afrique. Un des gros problèmes de l'Afrique, ce sont les mécanismes et les outils de la colonialité ou de la colonisation qui sont encore là et qu'on ne regarde pas. Parmi les instruments, parce que nous donner l'indépendance, oui, on l'a sur le papier, mais dans les faits, qu'est-ce qui nous empêche de nous épanouir en tant que peuple? Qu'est-ce qui nous empêche? Les outils de la colonisation. Parmi les outils de la colonisation, il y a les frontières. Les frontières, c'est un mécanisme parce que l'Occident, au moment de libérer l'Afrique, pour continuer à garder l'Afrique, a dit ok, on va les diviser. D'où la loi cadre qu'on a appelée la loi de la balkanisation juste dans les années 55 et quelques. Ça a démarré le processus à partir de ce moment. Donc, on a mis comme outil pour maintenir l'Afrique dans des conditions de l'exploiter, la colonisation, les frontières. Et nous, 60 ans après l'indépendance, nous portons ces frontières comme un fardeau. On regarde les Gambiens, on regarde les Guinéens, on regarde nos frères comme des étrangers. Alors que ce sont nos frères, ce sont nos forces. L'autre outil, un de d'autres outils, on peut le développer dans une autre émission, c'est la monnaie. Nous n'avons pas encore notre pleine souveraineté sur notre monnaie. Et si on n'engage pas ces vraies questions-là et les résoudre, pour qu'on se regarde vis-à-vis en tant que peuple fort, des Sénégalais, des Gambiens, il faut oui, nous le sommes, mais nous sommes avant tout une seule et grande communauté, un grand peuple.
Si on ne regarde pas ces questions-là et on les résout, on peut avoir beaucoup d'efforts dans nos pays, eh bien on ne sera rien. Parce que moi j'ai envie d'être riche, au-delà des chutes de Banda Fassi, continuer en Guinée et me sentir chez moi. Comme les Guinéens se sentent chez lui ici au Sénégal. Et ainsi de suite, vous allez au Mali, vous allez en Mali, vous allez vous remonter un peu dans le nord. Partout, vous verrez d'ailleurs que c'est les mêmes communautés, c'est les mêmes peuples. Mais on nous a fait croire qu'on était deux, qu'on était différents. Ces questions-là aussi nous fragilisent beaucoup. Comme la monnaie nous fragilise beaucoup, comme d'autres mécanismes, l'éducation, la culture, on peut y revenir dans un autre truc. Tous ces outils et ces mécanismes, il faut les identifier et les arrêter. Pourquoi on les identifie et les arrête? Parce que ça rejaillit aujourd'hui. Puisqu'on ne l'a pas réglé, ça nous revient. Je vais vous donner un petit exemple. Très simple. Quand il y a eu... aujourd'hui, on a attaqué Auchan. Les jeunes ont attaqué Auchan. Essayez de comprendre un peu un schéma... un schéma que vous n'allez pas le justifier quand même. Je ne le justifie pas. Oui. Je ne justifie pas du tout la violence. Mais je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 2008, je pense, si ma mémoire est bonne, l'Union européenne a voulu signer les APE, les accords de partenariat économique avec les États africains. À l'époque, il y avait Abdoulaye Wade au pouvoir qui avait refusé. Il avait même mobilisé la société civile. Il avait même payé des billets, je me rappelle, Malick Ndiaye et autres, à aller à Bruxelles manifester contre la signature de ces accords de partenariat économique. Vous savez ce qu'il disait? Parce que ce n'est pas bien pour nos petites entreprises. C'est d'ailleurs pendant cette période, même des gars comme Guy Marius Sagna s'étaient mobilisés. Et donc, finalement, l'Union européenne a laissé passer ses dirigeants qui renégociaient en groupe. Parce qu'à l'époque, on négociait avec l'UEMOA ou la CEDEAO, mais en tout cas, on négociait avec le groupe d'Africains et non pas par pays saucissonnés. On était forts, parce qu'il y avait le Nigeria avec nous, qui nous soutient. Il y avait le Ghana avec nous, qui nous soutient. Il y avait d'autres pays, Niger, etc., qui nous soutient. Même s'il y avait d'autres fragilités dans d'autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Macky Sall et autres ont arrivé au pouvoir, l'Union européenne a changé de stratégie. Il a dit, ok, je ne signe plus avec la communauté, les Africains en entité, je signe par État. Regarde comment l'histoire revient. La loi cadre, la balkanisation. On nous saucissonne pour mieux nous exploiter. Parce que seul, quand on négocie, on n'a ni les compétences, on n'a ni l'expertise, on n'a ni les moyens et la puissance de faire face à des institutions aussi fortes. Et finalement, nos États ont cédé, ils ont signé. Le résultat, c'est que c'est comme ça que Auchan est venu s'installer. Quand Auchan est arrivé, les gens se sont mobilisés avec les syndicats comme Inaqua ou Inaqua Diapo, je ne sais plus, même si eux aussi, je les reproche de nous emmerder toute la camelote de la Chine ici à vil prix et polluer notre pays et notre environnement avec le plastique. En tout cas, ils sont mobilisés avec des jeunes activistes comme nous, et les Guy Marius Sagna, pour dire que Auchan dégage. Mais est-ce que vous avez vu que quand les gens se rendent compte que Auchan vient jusqu'à Kër Mbaye Fall et concurrencer le petit étal de Diaïkatou Fondé et le petit étal de Diaïkatou Niébé ou de Diaïkatou Guedji, quand les gens ont l'impression d'être bouffés. Est-ce que vous avez vu comment notre désunion nous a amené, comment une puissance beaucoup plus grande nous impose son marché, nous impose ses produits, nous impose le prix à prendre même à nos propres producteurs pour l'amener dans la grande surface de distribution. Parce que nous n'avons pas su signer en tant que globalité, en tant qu'entité africaine, on n'a pas su signer quand on est fort. Mais quand on est faible, eh bien, on est sous-exploité. Je vous dis donc, ces choses-là que nous évoquons différemment et qui expriment aujourd'hui, qui s'expriment de manière violente et avec beaucoup de colère, il faut les comprendre et nous réorganiser autrement. Le président, il dit, je vous ai compris. Est-ce un gage de bonne foi que vous lui donnez? Il a intérêt. Il a intérêt et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a intérêt à nous comprendre. Il a intérêt à comprendre, même pas nous, mais les Sénégalais. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de dire ça dans une émission de télé, que le président il est temps qu'il agisse, non pas en chef de parti, mais en chef d'État. Macky Sall doit désormais agir en chef d'État. Pour les 3 ans qui lui restent de son mandat, il doit agir en président de la République. Non pas pour lui-même, mais pour sauver l'institution. C'est ce qu'il fait depuis 9 ans qu'il est au pouvoir, non? Il a beaucoup agi en chef de parti. Beaucoup. D'ailleurs, l'engagement qu'il avait pris de démissionner de son parti, où il n'avait jamais pris cet engagement, en tout cas, il ne l'a jamais fait, alors que c'était une forte revendication des Sénégalais au mois de 23 juin, que le chef de parti ne soit pas en même temps chef de l'État. C'était une revendication, c'est une exigence des Sénégalais. Il ne l'a pas respecté et ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. Parce que le tempo du pays, tout ceci n'est plus possible.
s'il n'était pas chef de parti, s'il n'était pas dans une hypothétique, il a dit récemment qu'il n'a jamais dit qu'il voulait faire un troisième mandat, mais il ne nous a jamais dit non plus qu'il ne fera pas de troisième mandat. Nous laisser suspendre le calendrier républicain à ses humeurs et à ses calculs et déjà manquer, ne pas entendre et ne pas comprendre aujourd'hui l'inquiétude et l'aspiration des Sénégalais. Mais il a toujours dit qu'il ne va pas faire de troisième mandat, qu'il était élu pour 2 mandats. Là, est-ce que vous n'êtes pas en train de lui faire un mauvais procès? Mais non, mais non. Les actes qui sont posés, vous savez, en politique, au-delà des paroles, et ça, c'est le journaliste qui parle, il faut regarder les actes qui sont posés. En politique, c'est extrêmement important. Je me méfie peu des propos de non-politiciens que nous avons aujourd'hui dans l'échiquier. Je regarde les actes qu'ils posent. Et quels sont les actes qui sont posés. Si vous ne voulez pas faire un troisième mandat, eh bien, prépare l'opinion au moins à se préparer à voir quelqu'un après vous. Mais Macky n'a pas, au contraire, tout ce qui pourrait venir après lui, il est en train de les massacrer, de les détruire, y compris dans son propre parti. C'est quoi votre intime conviction? Qu'il pense sincèrement au troisième mandat? Ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, ça c'est réglé. Les Sénégalais l'ont réglé. Ce qu'il en pense Macky Sall, je l'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, je sais que ce n'est pas possible. Mon travail, c'est de faire en sorte que la loi soit respectée. Wade vous disiez que ce n'était pas possible et il l'a fait. Il a au moins brigué un troisième mandat. Il n'a pas réussi. Avant d'arriver au mandat, c'est la candidature. Il a eu la candidature, il n'a pas eu le troisième mandat. Donc finalement, ce qu'ils peuvent penser les hommes politiques, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est conforme à l'intérêt général et j'y travaille. Et c'est ce que je fais. J'y travaille beaucoup pour faire en sorte que, voilà, que la loi soit respectée, que les Sénégalais respirent. Et je pense que Macky Sall l'a compris, il a dit, il a entendu, j'espère qu'il a compris, et il marchera pour le reste de ses mandats, il agira en vrai chef d'État, et je le répète encore une fois de plus, non pas pour lui-même, mais pour sauver l'institution démocratique sénégalaise, pour sauver l'institution de la présidence de la République, pour que le Sénégal ne continue pas de perdre la face, comme aujourd'hui on est en train de perdre la face sur beaucoup de choses, sur le concert des nations. Et ce pays a habitué le monde à autre chose, mais pas à ça. Mais était-il de bon ton pour le M2D d'inscrire en bonne place dans son mémorandum cette exigence que le président de la République déclare qu'il ne va pas se présenter à un troisième mandat? Est-ce que c'était le moment de monter les enchères? Écoute, moi, je pense qu'ils ont juste évoqué toutes les revendications et les possibles points qui pouvaient être des sources de conflits futurs pour ce pays. On peut le reprocher de ne pas se présenter sur aussi le social. Il y a des jeunes yanamaristes qui nous l'ont reproché, qu'il fallait prendre aussi des questions sociales. Il faut entendre cette critique. Il faut peut-être, oui, on pourra toujours dire, vous aurez dû prendre ça, vous n'aurez pas dû prendre ça. Mais le MDD, dans des conditions extrêmement difficiles, dans cette pression et ces moments où il faut tout de suite élaborer quelque chose, le marabout a envoyé quelqu'un, et dans ces conditions-là, énumérer 9 points qu'il estime être des points de conflit pour ce pays, et l'évoquer et y mettre le troisième mandat me semble très juste, compte tenu du contexte. Êtes-vous d'accord avec Ousmane Sonko qui annonce une deuxième vague plus dévastatrice? Est-ce qu'il n'en rajoute pas? Mais vraiment, Ousmane Sonko est dans son rôle d'homme politique. Je vous dis, je regarde les actes qui sont posés. Et les actes qu'il a posés depuis cette affaire, ça apaise et ça rassure. Et je l'encourage sur cette voie. Au moment où l'heure est à la décrispation, oui, lui, il nous annonce une seconde vague. Oui, mais vous savez, c'est comme... je vous ai dit, vraiment, je ne veux pas commenter de propos politiques de ça et ça. Je préfère suivre les choses qui vont plus nous faire avancer dans les débats et dans les opinions. Mais les actes que j'ai vus que Ousmane Sonko a posés depuis là, c'est des actes d'apaisement. Maintenant, après, dans les propos, oui, il faut éviter des propos qui peuvent enflammer la situation. Et de tous les côtés. De tous les côtés. Un acte qui n'est pas sans rappeler celui que Macky Sall a posé en 2012 en venant rendre visite à Y'en a marre à son siège. L'histoire est-elle en train de se répéter, de bégayer? Mais Pierre, quand même, il faut que... Je veux bien qu'Alioune Sané vienne répondre à ces questions qui touchent aussi Y'en a marre directement, ouais, parce que c'est Alioune Sané qui l'a reçu, et puis je le dis, je l'ai félicité, et je le félicite encore pour comment il a géré cette crise, et il continue de le faire avec brio et beaucoup de sérénité, et ce qui est une très bonne chose, et je l'encourage, et je pense que, oui, j'étais là, moi, quand Ousmane Sonko est venu voir Y'en a marre, et voilà, c'est comme ça, il faisait sa tournée, il est venu nous voir. Y'en a marre ne doit-il pas être à équidistance des contingences politiques? Mais quand Macky Sall est venu nous voir il y a quelques années, on était équidistants des partis politiques. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est venu nous voir, on reste équidistants des partis politiques. Mais on ne peut pas refuser et fermer la porte aux gens qui nous voient. On est au Sénégal. Et il faut, voilà, les gens, ils parlent, ils échangent. C'est normal.
Il n'y a pas de problème à cela. C'est pas parce que Ousmane Sonko est venu nous voir, ou bien nous, on est allé voir Ousmane Sonko, que nous sommes plus équidistants des partis politiques. Non, non. Très très loin de là. Cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me coupe. Rien. Parce que pour l'instant, j'attends que la justice nous dise... Ça fait 13 morts, hein? Donc ça oui, mais attends, il faut faire deux choses. Laisser personnes indifférentes. Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'affaire de Ousmane Sonko Adji Sarr, qui est une affaire privée. Et je pense que les conditions, après les 13 morts, qu'on ira pour éclairer, pour la mémoire de ces Sénégalais qui sont morts, il faut que la justice soit le plus impartiale possible. Il faut que cette justice soit plus indépendante possible, plus sereine possible pour éclairer les Sénégalais. Elle a besoin de sérénité, notre justice. On a besoin de sérénité. Elle est attaquée de toutes parts. De toutes parts, elle a besoin de sérénité pour éclairer cette affaire, encore qu'il y a des morts. Mais ça reste une affaire privée entre deux citoyens sénégalais. Moi, Fadel Barro, je ne peux rien, absolument rien dire, et je ne dirai rien de cela. Ceux qui sont en train de s'agiter sur les réseaux et trucs, mais vraiment, je trouve ça que c'est un débat très sordide, de très bas étage. Ça ne me concerne pas, je ne rentre pas là-dedans. Par contre, ce qui m'a intéressé dans ce dossier et ce qui a mobilisé tous les Sénégalais, c'est quand l'État a voulu profiter de cette affaire pour casser un opposant. Nous ne l'avons pas accepté. Et aucun Sénégalais ne l'a pas accepté. Tous les Sénégalais se sont mobilisés pour que, justement, on ne casse pas, on n'élimine pas un énième candidat, parce que, justement, on le craint. Ça, les Sénégalais ne l'accepteront pas. Et cette sorte de division du travail relevée dans la communication du gouvernement, le ministre de l'Intérieur qui parle de terrorisme, le ministre des Affaires étrangères qui parle de forces occultes qui viendraient de l'étranger, le ministre de la Justice garde des Sceaux qui parle de lutteurs. Alors, comment faut-il l'analyser? Écoute, c'est du connu. Y avait-il panique à bord au sommet de l'État? C'est du connu. Et c'est une stratégie dangereuse. C'est vraiment du connu. C'est à chaque fois que les peuples se soulèvent et expriment des choses, on leur colle une étiquette pour mieux les réprimer. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est comme hier, on avait dit que, et d'ailleurs, toujours, les Yanamaris sont financés par des forces occultes, etc. Donc, voilà, c'est un prétexte et une raison. C'est une raison pour casser. Vous savez, c'est cette même stratégie qui a presque amené à la Deuxième Guerre mondiale, à l'extermination, ou la tentative d'extermination de tout un peuple, parce qu'on estimait qu'il complotait contre les gens. C'est cette même stratégie qu'aujourd'hui la Chine utilise il est en train dans la même stratégie d'extermination des Ouïghours. Les musulmans chinois qui sont en train aujourd'hui de vivre presque de... l'histoire nous dira, parce que c'est comme un génocide, parce qu'ils sont regroupés dans des camps de concentration, ils sont tués, on les oblige à nier leur religion, et le monde est silencieux. Oui, devant l'indifférence totale, du monde entier. Voilà, parce qu'on les accuse d'être quelque chose. Tu vois, les jeunes aussi ici, je dis que c'est cette façon de faire qui est dangereuse. De comprendre la complexité des choses, de réduire à simple, oui, les jeunes sont ceci, oui, c'est des lutteurs, oui, ils n'ont pas assez de trucs, oui, ils sont financés par, au lieu de comprendre qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils veulent, et quel est leur problème, et quelles sont les injustices et les inégalités qui ont conduit à cet éclatement. On l'a toujours vu dans l'histoire, et les gouvernants, pour mater, pour casser, pour réprimer, ont toujours utilisé cette stratégie. Aujourd'hui, le terrorisme est utilisé par tout le monde. Quand on veut casser un État, on l'accuse de terroriste. Quand on veut casser son ennemi, on l'accuse de terroriste. Le Sénégal ne peut pas tomber dans cette travers. J'ai vu cette stratégie de nos gouvernants. S'il y a de vrai... D'ailleurs, le médiateur de la République a dit quelque chose d'intéressant. Il dit que cette menace terroriste n'a jamais quitté le Sénégal. On le sait. On le sait. Il peut y avoir ça. On n'a pas peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux gens. On n'a pas peur. Moi, j'ai confiance à notre police, à notre gendarmerie. Quel que soit beaucoup, avec toutes leurs difficultés et tous leurs problèmes qu'ils ont, il faut continuer à leur faire confiance pour préparer le Sénégal et défendre et sécuriser le Sénégal. Il ne faut pas qu'on nous mette dans une psychose. Après avoir dit ça, j'aimerais juste dire que... Le ministre de l'Intérieur, quand même, il est informé. Il y a C'est l'un des hommes les plus informés de ce pays. Oui. S'il parle de terrorisme, c'est parce que certainement il a des informations. Mais il ne faut pas prendre de dangers terroristes qui pouvaient être réels et le coller à des activistes qui n'ont absolument rien fait pour. Oui, absolument rien pour. Je vous dis, ils ont commencé à... Il faut de ce chaos-là pour s'engouffrer. Mais il ne faut pas mélanger la vraie de l'ivraie. Je dis que je ne sais pas s'il y a des menaces terroristes ou pas. Je ne suis pas à ce niveau d'information. Mais je dis, même s'il y en avait, les auteurs ne sont pas ces activistes-là comme Guy Marius Sagna qui sont en train de se battre pour faire...
c'est ma conviction. C'est pas eux. Il ne faut pas prendre prétexte de ça pour embastiller et casser des valeurs et fils de ce pays qui veulent vraiment faire avancer notre démocratie et notre état de droit. Alors, à la lumière de ces récents événements, est-ce qu'on est en mesure de dire que désormais, plus rien ne sera comme avant? C'est un engagement personnel de ma part, pour ma part. C'est-à-dire que pour moi, plus rien ne devrait plus être comme avant. Et plus rien ne sera comme avant. C'est mon engagement personnel. Je continue à me battre. Il faut pour que plus rien ne soit comme avant. La soirée du 23 juin, je me rappelle de ces grands journalistes sur tous les plateaux qui disaient qu'il y aura un 23 juin, un avant et un après 23 juin. Et on a vécu ces événements de 3-4 mars dernier. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une introspection à faire à tous les niveaux, au niveau de chaque Sénégalais. Qu'on regarde et revoit notre comportement vis-à-vis du bien public, votre comportement vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a un effondrement moral dans ce pays qui est terrible. Et quand je parle d'effondrement moral, je ne parle d'autre chose que ce pays est capable de voir ses enfants mourir, de voir ses femmes assoiffées, subir des injustices terribles, et après faire comme si de rien n'était sous le prétexte de politique ou autre chose. C'est ça l'effondrement moral dans un pays. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller discuter, je suis allé boire le thé avec des amis qui travaillent, c'est des vigiles dans mon quartier. Donc je suis allé descendre là-bas le soir pour boire le thé avec eux. Et je me suis rendu compte avec eux dans la discussion que les gens, en fait, on est en train d'oublier la qualité et la valeur de l'humain dans tout ça. Vous pouvez avoir quelqu'un, c'est votre supérieur. Vous pouvez avoir quelqu'un, moi je suis gouverné, lui il est mon gouvernant. Tant qu'on n'a pas cette relation de rapport, de regard, que lui c'est un humain, et je dois m'occuper de lui en tant qu'humain comme je m'occupe de moi, eh bien ce pays va s'affondrer de plus en plus. La méchanceté qu'il y a entre ceux qui gouvernent, comment ils regardent ceux qui n'ont pas, ceux qui ont, comment ils regardent ceux qui n'ont pas, ça ne peut pas continuer dans ce pays. Et quand j'explique l'état de droit, j'essaie de leur expliquer ce que c'est que l'état de droit à partir d'un gardien qui, son patron vient lui parler et lui dit que vous faites ça et ça, je ne vous écoute pas, vous n'avez pas droit à la parole, vous obéissez, point. Il rentre dans son cabinet, il est là, ce pauvre petit gardien, avec beaucoup de mal, vivant, se posant la question, est-ce que lui-même, il mérite, qui est digne? Est-ce qu'il a toute sa dignité? Voilà, quand ils m'ont parlé, je dis que la question qu'il faut se poser, c'est qui a perdu sa dignité? Est-ce que c'est toi qui as perdu ta dignité ou c'est lui qui t'a renié ta dignité qui a perdu sa dignité? Et l'état de droit n'est que ça, le respect de la dignité de chacun. Le respect que comprendre et se battre pour que chaque humain, chaque Sénégalais mérite d'avoir une vie digne. C'est ça la dignité, c'est ça la valeur, c'est ça la morale. Mais quand on commence à se regarder en comment je peux l'exploiter l'autre, quand la société est devenue tellement sensible à la corruption, est-ce que vous avez vu, quand je parle de fondement de morale, vous avez vu le niveau de sensibilité à la corruption dans ce pays, et à plusieurs niveaux, et à tous les niveaux. On indexe l'État, mais regardons-nous dans nos rapports de chacun avec l'autre. Le niveau de la corruption dans ce pays, si on ne l'attaque pas avec la radicalité qu'il faut, eh bien ce pays va s'effondrer et ça va tomber de pire en pire. Si vous regardez comment nous élisons nos responsables, c'est un problème. Vous voyez, je comprends et je vois la frustration des Sénégalais, des fonctionnaires sénégalais, qui sont allés se former dans les meilleures écoles du monde, qui sont rentrés ces jeux, qui ont envie de contribuer par leurs compétences et leur talent à la marche de ce pays. Qu'on leur parachève un directeur général d'une société nationale, parce que simplement c'est le neveu d'eux, parce que simplement il est dans le parti d'eux, parce que simplement le chef de l'État veut de lui des résultats politiques dans son fief parce qu'il faut lui donner de l'argent. Ce pays, c'est ça l'effondrement moral auquel il faut qu'on s'attaque et qu'on essaie de résoudre. Si on ne le fait pas, quand moi, Fadel Barro, je vous dis que rien ne sera plus comme avant. Parce que nous avons décidé, et j'ai décidé moi-même, de me battre, et par tous les moyens, et toute mon âme, et toute mon énergie, et toutes les ressources, disponibilité,